أزول في اللون فوغار زوج ألف وتسعطاش فوغار زوج ألاف وربعة وعشرين خمسة يسقسن الزرين غف ديالين نمسو منقار الحراك غسل لما نكوني قبل نحمل ولكن الحراك ذا شو إدي لا ومسو كي دي فدان دي تموثني قبليا ذي خنغطا يلحق تموثي شاويا ذي قنشلا ذا مكي دي زان غنتمنى في الجزائر الجي ذي 22 فورا يسينا كينغا ينده يروح يمبقان نتموث الجزائر مشى سينس غوسن يعطل يغلم يخسر لدغامي ديوسا وطن نل كوفيد سانجا سانجا يبوظ سانجا غدي صوض شو بونا سرتنا ما ينوثر دي بوين الحيرة كاكين ذان شاكين أدنوين السكين ذا سكاسير أكيد ثلاثة إن فقاون يلين يذنغ يون سيث موث سقسنطينة ذا عقال نكافر او سي بي ناقص الحي مسا زبيدة عسول انفجينا دوين قلان ذا عقال نكافر كي سقسنطينة ديون مغناس نتوكذوث ديون كافر او سي بي من قال اونيون pour le changement et le progrès مدينة الإسرائيلية دو كلير وبدل ذو سنوغمور وكي ذماس عبد الكريم الزغيلاش سقسنطينة وما ينير أزول لك يا عبد الكريم. Bonsoir mon ami, merci pour l'invitation. Donc je viens de vous présenter en langue kabyle brièvement en indiquant un peu comment s'appelle le contexte de ce débat-là. On va discuter des trois volets qui concernent notamment le Hirak 5 ans après donc où est-ce qu'on est et puis de l'activité politique actuelle et aussi surtout de l'élection présidentielle à venir. Vous serez en compagnie de deux autres invités qui seront de Montréal. D'abord, je commence par Ali Qaïdi, qui est docteur en philosophie politique et enseignant à Montréal, auteur aussi, et c'est très important de le préciser, à ma connaissance, le seul livre qui traite d'une façon très académique le mouvement Hirak, donc intitulé comme vous le voyez, le Hirak, un peuple sans organisation contre une organisation sans peuple. Ali Azulflek, bonjour. الزلف اللون مرحبا زغيلوش il me semble que ça va être un débat intéressant. Voilà, Nordin Rami, vous l'avez vu à plusieurs reprises avec nous aussi, c'est militant démocrate, militant pour la citoyenneté, la démocratie, et aussi ex-militant du parti RCD, mais aussi de membre du mouvement citoyen de Kabylie, Nordin Zulfilek. أزول فيك رشيد تنميرتي نوفيا أزول مسؤولية نتيجة 5 أزول يمدا كلنا ماذا علي ماذا مس زغيلاش عبد الكريم دونك أزول فيك نتيجة 19. 5 ans après, euh, le 22, le 22, c'est à Alger, 22 février, mais il y avait aussi Kharata, il y avait Khanchla, etc. Donc, ma première question peut être destinée à vous trois. Je commence par Zrilesh. Pour vous, que représente le Hirak? Qu'est-ce qui a marché et qu'est-ce qui n'a pas marché dans le Hirak selon vous? Pourquoi aucune force n'a émergé du Hirak? Donc, trois questions à la fois. J'aimerais bien avoir une réponse globale à la fois de votre part, mais aussi de Ali et de Nordin. Allez, on commence par Monsieur Zrilash. Le Hirak est un mouvement sociétal assez profond quand même en Algérie. Le Hirak est un sursaut populaire, inattendu, inopiné. Personne, à un certain moment, je dirais même fin 2018, personne ne s'attendait à ce qu'il y ait quand même cette force en Algérie. C'est l'émergence de cette contestation populaire très profonde et surtout nationale. On a vu quand même absolument la totalité des forces vives de l'Algérie impliquées dans ce mouvement-là, inopiné, inattendu. Le mot, si je dois qualifier le Hirak d'un mot, je dirais que c'était, malheureusement, au passé, c'était vraiment un espoir énorme et une occasion que malheureusement, nous n'avons pas su exploiter. Je fais partie des gens qui affirment que le Hirak a échoué. Peut-être cette phrase-là, cette conclusion-là ne ravit pas tout le monde, mais pour moi, ça reste quand même un constat clair, net et précis, un constat d'échec
malheureux, les forces vives qui ont exercé durant le Hirak, qui se sont manifestées durant le Hirak, qui, même peut-être qui ont émergé quelque part durant le Hirak, n'ont pas su malheureusement s'organiser pour transformer ce Hirak-là en une offre politique. Voilà, peut-être si je dois résumer quelque part la finalité du Hirak. Toute l'énergie qu'on a vue dans ce Hirak-là, toute la puissance, toutes les convergences qu'on a vues durant le Hirak n'ont pas su converger vers une offre politique. Cela pour plusieurs raisons, mais d'après moi, la raison principale, c'est que le Hirak, finalement, s'est auto-étouffé dans un populisme inimaginable. Là, jusqu'à maintenant, 5 années après le Hirak, nous entendons toujours certaines tendances, essayer de trouver des explications pour cet échec-là, et même certaines personnes qui refusent carrément le mot échec. On essaie d'expliquer aux Algériens d'une façon assez, je dirais, simpliste, que c'est le Hirak a échoué à cause de la répression, chose que nous avons vécu ce Hirak-là de l'intérieur et sur plusieurs wilayas. Personnellement, durant le Hirak, j'ai fait quasiment toutes les wilayas de l'Est algérien, des frontières marocaines aux frontières tunisiennes. J'ai vraiment vécu le Hirak de l'intérieur dans plusieurs wilayas. Ce n'est pas la répression qui a été la cause de l'échec du Hirak, parce que le régime algérien n'a ni les moyens, ni les capacités physiques et matérielles pour réprimer 13 millions d'Algériens dans les rues, de certaine manière. Quand je dis 13 millions, je reviens au chiffre officiel. C'est le régime lui-même qui affiche ce chiffre-là de 13 millions. Pour moi, on a été certainement plus. Donc, le régime algérien, pardon, ne peut pas réprimer 13 millions de personnes dans la rue. Il n'a pas les moyens. Le Hirak s'est auto-affaibli parce qu'il s'est transformé en une sortie hebdomadaire folklorique. Il s'est transformé en une sorte de fête. À un certain moment, il a été totalement vidé de toute essence politique. Il a été totalement vidé de toute objectivité, de tout pragmatisme. Et les gens ont commencé à quitter le Hirak par eux-mêmes je dirais, les dernières semaines ou les derniers mois. On voyait clairement que le nombre de participants aux marches et aux manifestations diminuait à vue d'œil. Et si vous permettez, même la CSP, la catégorie socio-professionnelle des gens qui étaient dans le Hirak a été différente par rapport au début et à la fin du Hirak. Et une fois qu'on est passé à des millions de personnes dans les rues, à des milliers, c'est là où le régime algérien s'est permis de réprimer les gens dans la rue. Donc, l'explication qu'on essaie maintenant d'injecter dans l'esprit des Algériens, que le Hirak a échoué à cause de la répression, ça reflète également, ça vient aussi du populisme que nous avons vécu à l'intérieur du Hirak quand il était en pleine puissance. Le Hirak a échoué parce qu'il n'a pas su se transformer en force de proposition, il n'a pas su se transformer en offre politique. Et, pardon, personnellement, je mets ça sur le dos des forces populistes qui ont su vider le Hirak de toute essence politique. J'espère que ça répond quelque part à la première question pour ne pas monopoliser la discussion et laisser nos amis donner leur avis. Tout à fait. Merci, Monsieur Zrelech. Donc, vous venez de vous donner votre lecture politique de l'échec de Hirak, du mouvement Hirak. Ali Haïdé, comme je l'ai aidé au début, il a le mérite d'y aller vers l'académique, le côté académique, pour expliquer un peu les raisons de l'échec. Donc, lui, il résume un peu l'échec en deux volets. C'est un peuple sans organisation contre une organisation sans peuple. Est-ce que vous pouvez peut-être, même si Ali, si tu te souviens bien, on a fait une émission autour de ce livre-là, donc est-ce que vous confirmez ce qu'il a dit, Abdelkrim, donc il y a le côté populiste. Oui, et il me semble, ce que j'ai écrit rejoint, comme par hasard, ou je ne sais pas, rejoint ce que vient d'exposer maintenant M. Zrelech. Ça
ça, je l'ai constaté en étudiant ce phénomène. J'ai constaté que le Hirak, vraiment, il est arrivé à une situation là où certains le qualifient d'échec. Moi, je n'ai pas qualifié d'échec parce que j'avais un regard un petit peu, on peut dire, objectif. J'ai essayé d'être objectif, mais il y avait vraiment, le Hirak n'a pas abouti à sa finalité. Donc, lorsqu'on dit qu'elle n'a pas abouti à sa finalité, on peut le qualifier qu'il a échoué. Il y a pas de souci par rapport à ça. Mais les raisons de son échec, Zrelich, il a balayé la répression. Oui, moi aussi, la répression, je la balaye. Parce qu'un mouvement de protestation, il naît dans la répression. Et il ne faut pas oublier que le Hirak a gagné cette bataille de répression. Dès le début, il est négrant, donc possibilité de répression, elle est pratiquement irréalisable, ce qui vient de développer M. Zrelich. Donc, ce n'est pas vraiment la répression, mais il y en a un autre facteur qu'on peut dire extérieur, c'est celui de la pandémie. La pandémie. Mais la pandémie, elle est venue aussi, elle est venue lorsque le Hirak il commence déjà à s'affaiblir. Donc la pandémie, elle a accéléré la démobilisation. Elle n'était pas à l'origine de sa démobilisation, mais elle a accéléré la démobilisation. Mais ce qui a fait sa démobilisation, ce sont des facteurs intrinsèques de l'intérieur. Par exemple, le refus d'organisation. Parce que pour s'inscrire dans la durée, il faut s'organiser. Il faut au moins une structure. Ça, c'est le Hirak l'a refusé d'une façon idéologique. Imaginez, c'est d'une façon idéologique qu'il a refusé de se structurer. Alors que sociologiquement parlant, la structure ou l'organisation, c'est une ressource. C'est une ressource que le Hirak a en quelque sorte rejeté d'un revers comme ça. Il a dit, voilà, moi, je ne vais pas m'organiser. L'organisation, ça va me conduire vers la perte. Alors, c'est le contraire qui s'est passé. En plus de cela, moi, l'idéologie elle-même, il a rejeté l'idéologie. Ça veut dire qu'il a rejeté le débat sur les valeurs universelles qui ont un lien avec la démocratie. Il a refusé de discuter sur cela. Pourquoi? Parce qu'il avait un regard négatif envers l'idéologie. Pour lui, l'idéologie, c'est une représentation erronée d'une réalité historique. Pour lui, l'idéologie, elle est là pour tronquer, elle est là, c'est une illusion, donc on n'a pas besoin d'idéologie, parce qu'elle nous trompe. Mais si on analyse bien cette posture, on voit que cette façon de voir l'idéologie, elle nous rapproche de la façon de la conception marxiste et la conception socialiste de l'idéologie. Parce que chez les marxistes, l'idéologie, c'est une illusion. C'est une illusion. Elle ne donne pas une lecture réelle de la réalité, une lecture authentique de la réalité. Elle est là juste pour manipuler. C'est pour ça qu'ils ont rejeté, par exemple, chaque fois qu'il y a une discussion sur les droits de l'homme, chaque fois qu'il y a une discussion sur l'égalité homme-femme, chaque fois qu'il y a une discussion sur le rapport religion et politique, on dit voilà, ce n'est pas, on ne veut pas discuter de cela. Cette discussion ne correspond pas à la réalité historique d'aujourd'hui. Elle ne renvoie à une réalité qui est des années 90 et des années 80. Donc aujourd'hui, on est devant une autre réalité. On ne va pas discuter de cela. On va y aller faire tomber ce pouvoir. Ensuite, on va discuter de ce qu'on va faire par la suite. Et ça a privé en quelque sorte d'une offre, et ce qu'il vient de dire. Il n'y avait pas une structure, un discours cohérent envers l'alternative. Voilà, on veut changer ce pouvoir, mais qu'est-ce qu'on va faire, nous, ou bien le Hirak, lorsqu'il arrive au pouvoir, qu'est-ce qu'il va faire au pouvoir? Ça, il n'a pas été discuté. Il y en a des forces à l'intérieur qui rejetaient ça. Je ne peux pas dire pour quelle raison. M. Zrilech l'est qualifié de populiste. Moi, je n'ai pas qualifié ça de populiste, mais ça ressemble un petit peu à ça. Voilà, merci Ali. Donc, Denrami, vous, quand même, avant le Hirak, il y a une expérience. Dommage qu'elle n'a pas été prise en considération. Et Ali l'a mentionné dans son livre. C'est le fameux mouvement citoyen de Kabylie. Donc, vous étiez partie prenante en tant que délégué des Arches. Donc, il y a eu déjà la Kabylie passée par là
on aimerait bien avoir votre propre lecture par rapport à l'échec de ce mouvement, encore une fois, des Hirak. Merci pour la question. Donc, le Hirak est un mouvement populaire de grande envergure qui n'est pas un mouvement révolutionnaire. Donc, on s'est précipité pour le qualifier, donc, pour donner des superlatifs par rapport à l'importance du mouvement. Mais pour moi, c'est un mouvement de grande envergure, donc, quand même, qui a le mérite d'avoir existé. Effectivement, étonnamment, après une disette, après toute la répression ou toute la corruption, surtout mise en place par le clan Bouteflika. Mais malheureusement, c'est un mouvement qui n'a pas eu de fond politique ou d'alternative politique. Donc, ce que Cité a dit tout à l'heure, effectivement, c'est par rapport à ça. Donc, si tu veux, moi, ce que j'ai entendu, j'ai été dans les actions du Hirak ici à Montréal, et puis je proposais, j'ai été même dans plusieurs forums, dans plusieurs séances du forum du Hirak ici, et puis j'ai proposé, avec ma petite expérience au sein du mouvement citoyen, j'ai dit que si vous voulez que le Hirak avance, il faut discuter de ce qui nous diverge. Et les gens ont toujours refusé. Pourquoi qu'il y a ce refus? Moi, je pense que je renvoie. Il y a une cause. C'est-à-dire, c'est pas l'échec du Hera qui était prévisible. Moi, j'ai écrit un document le 2 mars 2019 allant à l'encontre de la démarche carrément du Hera. Euh, Si on ne prend pas compte de la donne identitaire en Algérie, c'est qu'on se trompe de cible, on se trompe de démarche. L'Algérie est coupée de façon large, je dirais, en deux parties. Il y a ce qu'on peut qualifier d'islamo-conservateur qui s'inspire donc de l'idéologie arabo-musulmane, qui est malheureusement qui est l'identité de la plupart des Algériens, si on parle du point de vue démographique. Et puis, il y a la partie qu'on peut qualifier d'amazirophone ou d'amazir, qui est solvable dans une Algérie laïque, ouverte à tous les Algériens. Et le régime algérien a compris ça. Donc, dire aujourd'hui qu'il n'y a pas eu de répression, il y a eu énormément de répression. Et le régime algérien a toujours joué justement sur cette problématique identitaire pour faire reculer les revendications sociopolitiques. Ça a toujours été comme ça. Le régime algérien le sait. D'ailleurs, la preuve, c'est ce qu'il a fait le mois de juin 2019, l'interdiction du port du drapeau amazigh. Ils savent pertinemment que ça n'a jamais fait consensus en Algérie. C'est ça le problème. Pour moi, la chose la plus stable en Algérie, c'est que l'Algérie vit une crise identitaire. Donc, sortir de ce cercle, sortir de cet intervalle, c'est de faire du n'importe quoi. On ne pourra jamais créer un mouvement révolutionnaire en Algérie sans tenir compte de la donne identitaire. Nous devons définir c'est quoi l'Algérie pour qu'on avance. L'Algérie n'est pas définie. Ce n'est même pas une nation. Parce que les gens qui parlent de nation algérienne, c'est quoi les fondements de la nation algérienne? Est-ce que c'est l'arabe et l'islam? Moi, je suis ni arabe ni musulman. Donc, une partie des Algériens sont mis de côté par le pouvoir et à travers le pouvoir aussi une partie des citoyens algériens. Et c'est ça le problème fondamental d'Algérie. Donc, c'est ça de parler comme si c'est-à-dire, je ne pense pas que ce soit utile de continuer à proposer des projets politiques, des visions sociopolitiques pour l'Algérie si le problème identitaire n'est pas réglé. Moi, c'est ma conviction profonde. Il faut que les Algériens s'organisent et discutent de ce qu'ils sont réellement. Merci. Merci. Donc, à la lumière de vos réponses, les trois, donc, si je peux résumer les choses, c'est qu'Abdelkerim et Ali, et en mentionnant les raisons de l'échec, ils n'ont pas, donc, ils ont omis cette donne identitaire dont a parlé Nordin. Et moi, c'est un point de vue personnel. Peut-être le pouvoir, il sait que peut-être si le Hirak allait s'organiser autour des préalables démocratiques dont parlait beaucoup Saïd Saadi aussi, parce que il fallait mettre dès le début les préalables démocratiques que sera le projet de l'Algérie future, et pour le pouvoir ici, bien que pour éviter cette question qu'elle soit posée,
c'est qu'il faut la noyer, il faut ressortir pour le peuple cette donne identitaire dont peut-être il y a une méfiance mutuelle des Amazigh, pour ne pas dire les Kabylophones avec les autres. Le peuple, il a peur de toucher un peu à l'idéologique parce qu'il a peur de cette donne. Et de ce point de vue-là, je dirais que peut-être le pouvoir a réussi son coup. On jouait sur le drapeau amazigh, à peu près, ça c'est mon point de vue personnel, mais juste enchaîner avec le prochain volet. Ma question pour vous, Abdelkrim, on constate un certain recul de l'activité politique dans l'opposition et au sein des forces proches du pouvoir. Pouvez-vous nous expliquer les raisons de ce recul-là? Et pourquoi la fermeture des espaces de liberté par le pouvoir et comment vous comptez contrer ou bien continuer à activer dans ce contexte-là de fermeture? C'est une question d'existence, mon ami. Nous n'avons pas le choix. Nous sommes convaincus, nous savons, je dirais, nous mesurons les risques actuels en Algérie. Le régime algérien, comme à son habitude, c'est pas quelque chose qui va nous étonner. J'imagine que même vos auditeurs et vos aimables invités le savent très très bien. Le régime algérien a monopolisé totalement la scène politique en Algérie, une maîtrise totale et absolue des médias en Algérie. La scène politique est totalement fermée, la scène médiatique également totalement muselée et fermée. Donc, nous essayons de survivre dans cet espace-là, tout en comptabilisant et tout en sachant quels sont les risques exacts. Et aussi, et nous faisons l'effort et nous espérons pouvoir faire cet effort-là, c'est-à-dire de profiter de nos expériences antérieures. Même, j'imagine, j'ai entendu M. Rami parler de l'expérience des Roches. Je voudrais bien rebondir, si vous permettez, sur ce point-là. Oui, Durant le Hirak, l'expérience des Roches a été réellement utilisée pour handicaper, j'utilise le mot handicaper, toute évolution possible du Hirak. C'est-à-dire que l'expérience du Hirak a été utilisée justement pour empêcher également par une certaine partie des gens qui étaient dans le Hirak, parce qu'il ne faut pas tout mettre sur le dos des néo-islamistes, parce qu'ils sont parmi nous, les néo-islamistes, on les voit, on les connaît. Il y a aussi d'autres tendances dans le Hirak. Il y a plein de tendances dans le Hirak, d'ailleurs. Il y a tellement de tendances dans le Hirak qu'on n'arrive plus à se situer en réalité. J'imagine que nous, on est quand même, j'espère, pour permettre d'utiliser ce mot, on se situe parmi les démocrates progressistes laïcs. J'imagine qu'on est tous d'accord au minimum sur ce point-là. Durant le Hirak, du Haroche, des Haroches plutôt, a été utilisée pour handicaper l'avancement du Hirak en disant, voilà, il y a déjà eu une tentative d'organisation et ça a été récupéré. Au lieu d'avoir eu la réflexion d'utiliser cette expérience-là justement comme une expérience à exploiter, comme une expérience à étudier, à évaluer et à éviter les mêmes erreurs qui se sont produites durant cette expérience-là. Des tendances à l'intérieur du Hirak ont utilisé cette expérience-là pour empêcher pour empêcher la possibilité de s'organiser. Donc, on ne peut pas mettre sur le dos l'échec de l'organisation que sur une seule tendance. Il y a eu réellement plusieurs intervenants qui ont pas empêché, qui ont, je dirais, gêné et bloqué. D'un autre côté, je reviens toujours sur ce que disait M. Rami, la tendance arabo-islamiste, les néo-islamistes, ce que j'appelle moi en Algérie, ont essayé de diffuser à l'intérieur du Hirak les slogans tels que la ilmani, la islami, alors que c'était, je dirais pour moi, c'est de la pure hypocrisie. Au lieu de dire oui, il y a des tendances islamistes en Algérie, oui, il y a des laïcs en Algérie, et ces tendances-là existent, elles devraient discuter entre elles et trouver des feuilles de route ou des solutions en Algérie. Nous, c'est-à-dire pas nous, les néo-islamistes ont essayé d'effacer totalement la tendance laïque en Algérie en disant qu'il n'y a pas de laïque en Algérie, il n'y a pas d'islamiste en Algérie. Et ça, c'est en utilisant d'effacer la tendance laïque sous la couverture de la non-présence de tendance islamiste, à la négation de toute tendance en Algérie pour dire que le Hirak il est homogène et après on verra. C'est là où je reviens à ce que disait M. Khaïdi également. Il n'y a pas eu d'ouverture de débat sur le fond. Les gens ne voulaient pas
prendre position sur des questions de fond. Le mot, je dirais, qui a été utilisé, par le mot, la réflexion qui a été utilisée, ce n'est pas le moment. On est en plein hirak, ce n'est pas le moment de parler de droits de la femme. Ce n'est pas le moment de parler de laïcité. Ce n'est pas le moment de parler d'amazérité. Ce n'est pas le moment de parler des libertés individuelles. Après, on verra. Après, on verra. Et chaque fois qu'on essaie d'ouvrir le débat sur ces questions-là, qui sont les questions de fond, je dirais que les tendances en face, pour ne pas citer de nom, pour ne pas leur faire de publicité, ont toujours occulté ce genre de sujet, occulter ce genre de conversation, de débat et essayer de partir vers une simplification totale de ce qui se passait, alors que ce n'est pas aussi simple, ça n'a jamais été aussi simple que ça. Si je reviens à votre question maintenant, notre rôle actuellement au sein de l'UCP, c'est justement de garder ces sujets-là ouverts, de garder le débat sur ces sujets-là et éviter de tomber dans c'est-à-dire de revenir vers le populisme qu'on a vu dans le Irak et d'occulter ce genre de sujets qui sont peut-être, il y a parmi eux certains sujets qui fâchent. Même, j'imagine, il y a certains sujets, peut-être on ne pourrait pas être tous d'accord, même si on est d'accord on fait partie de la même famille politique. Mais nous gardons toujours de notre côté le débat ouvert dans tous les sujets et surtout sur les sujets identitaires, sur les sujets je dirais, tout ce qui concerne l'Algérien dans sa profondeur, l'Algérien dans sa dimension d'Algérien. Malheureusement, nous avons été, pas que nous, c'est-à-dire que les progressistes et les démocrates, nous sommes toujours une minorité. J'ai l'impression qu'on est toujours, c'est pas qu'on est une minorité, on est une minorité dans l'ascension au débat. Les démocrates en Algérie et les progressistes, on est une minorité dans l'ascension au débat. Les islamistes, entre parenthèses, si je peux me permettre ce mot-là, n'ont pas besoin de projets pour s'organiser. Les islamistes n'ont jamais eu besoin de projets pour s'organiser. Les islamistes ont juste besoin d'un espace. Dès qu'un espace s'ouvre, les islamistes arrivent à s'organiser et arrivent à se réunir. Les progressistes, les démocrates, les laïcs ont besoin d'un projet pour s'organiser, pour discuter, pour s'organiser. C'est plus facile d'avoir besoin que juste de l'espace pour s'organiser, pour se réunir, alors que nous, de notre côté, nous avons besoin et de l'espace et du projet. En Algérie, actuellement, le projet commun n'existe pas et l'espace encore moins. Donc, pour finir, je ne sais pas si j'ai réellement répondu à la question. Oui. On est la famille qui n'avance pas. Voilà ce qu'on devrait prendre. On est la famille qui n'avance pas. Quand est-ce que nous allons commencer à réellement, pas avancer, à sentir l'obligation d'avancer? Quand est-ce que les démocrates, les progressistes algériens comprendront qu'il nous faut avoir un projet commun? Quand est-ce que les laïcs algériens comprendront qu'il nous faut avoir un projet commun? Nous avons en face, en Algérie, parce que moi, je le subis tous les jours dans ma vie quotidienne, peut-être, je ne dis pas que vous ne le savez pas, mais moi, ça, je le vis quotidiennement. Nous avons en face un ogre. Cet ogre-là, il dort. Il est parmi nous, il est en train de dormir actuellement. Il peut se réveiller à n'importe quel moment parce que l'Algérie, l'état d'esprit de l'Algérie le nourrit. Même s'il dort, il le nourrit. Et nous, de notre côté, nous n'arrivons pas à être une véritable force politique capable de faire face à cet ogre-là. Voilà, merci mon ami. Voilà, donc aux autres, je conseille fortement de suivre ce que dit Abdelkrim Zerelech. Personnellement, de temps en temps, je jette un coup d'œil sur sa page Facebook. Il dit des choses très intéressantes comme celle que je viens de lire aujourd'hui. Sans liberté, il n'y a pas de créativité et sans créativité, il n'y a ni développement ni croissance. Donc, tout est question de liberté qui manque chez nous. Donc, avant de passer le relais à la prochaine question, par rapport à l'action ou bien par rapport à l'opinion politique qui est criminalisée en Algérie, juste question rapide d'Abdelkrim. Est-ce que vous, en tant que force politique actuellement présente, qui est issue, si j'ai bien compris, l'UCP, l'issue des Hirak après tout, hein, parce qu'avant on n'entendait pas, est-ce que vous subissez
en tant qu'activiste politique, des contraintes qui vous empêchent d'activer librement? Répondez rapidement à cette question avant d'enchaîner avec Ali. Euh, nous subissons absolument toutes les contraintes que vous puissiez imaginer en Algérie. Jusqu'à maintenant, nous ne sommes jamais arrivés à avoir une salle, une salle pour pouvoir réunir nos partisans. Toutes les réunions que nous faisons, nous les faisons au siège du parti. Nous avons été interdits de faire notre université d'automne il y a 2 mois de cela. Jeudi prochain, c'est-à-dire après-demain, le 22 février, voilà, le 22 février, je serai encore au tribunal pour la 12e affaire. J'étais incarcéré à 4 reprises. J'ai eu depuis, c'est-à-dire un mouvement Barakat, un mouvement Ouattana, c'est-à-dire on ne vient pas d'hier. Nous, on n'est pas nés à l'intérieur du Hirak, grâce au Hirak. Ça fait très longtemps qu'on est sur le terrain. Nous subissons absolument la totalité je dirais des pressions possibles d'imaginer en Algérie, sauf que ces pressions-là ne nous paralysent pas. Cher monsieur, j'ai 50 ans, j'ai 50 années. Ce n'est pas maintenant que je vais commencer à avoir peur. Mhm. Je salue votre courage, Monsieur Zrilesh. Allez, donc vous, allez et Nordine, commencez par aller. Comment vous expliquez que le pouvoir, le régime en place, criminalise toute action politique en Algérie? C'est quoi la raison? Pourquoi il veut faire de l'action politique quelque chose de criminel? La raison est claire. Lorsqu'on n'est pas un régime démocratique, on a peur de l'opinion. Parce que un régime démocratique, c'est par définition, c'est un régime d'opinion, de liberté d'opinion. Donc, c'est la majorité qui va prendre le pouvoir, c'est la majorité de l'opinion qui va prendre le pouvoir. Mais un régime comme celui de l'Algérie qui a juste la démocratie de façade, il a peur de l'opinion, il a peur de l'opinion des autres. Il veut qu'il y ait une seule opinion, celle qui gouverne seulement. Alors que on ne peut pas gouverner tout seul toute une population, toute une société. Il va y avoir des gens qui vont être d'accord avec ce que vous faites, mais il y en a d'autres qui ne sont pas d'accord pour des raisons pragmatiques et matérielles et aussi pour des raisons idéologiques. Je peux ne pas, c'est vrai, de point de vue social, ça marche et ainsi de suite, mais de point de vue culturel, de point de vue idéologique, c'est possible que je n'adopte pas ce que vous me proposez comme ligne idéologique. Donc, il faut donner cette liberté aux citoyens de se positionner par rapport à celui qui détient le pouvoir ou bien celui qui détient la souveraineté. Aujourd'hui, pratiquement, il y en a pas mal qui sont dans les prisons. Il y en a d'autres qu'on a en quelque sorte contraints de ne plus s'exprimer publiquement. Il y en a des personnes qui ne peuvent même pas écrire un commentaire sur sa page Facebook parce qu'il peut avoir des conséquences auxquelles il peut pas répondre. Donc, cette peur existe. Et cette peur, elle existe, imaginez, chez des personnes qui vivent à l'étranger. Moi, je l'ai constaté ici, dans mon entourage. Il y en a pas mal de gens qui ont peur de s'exprimer, même sur leur page Facebook, ou bien de participer dans un espace public par peur que le pouvoir va les identifier et il va agir. Par exemple, il y en a pas mal qui sont rentrés en Algérie, mais lorsqu'ils ont voulu revenir, ils n'ont pas pu et on les a en quelque sorte mis dans une prison à ciel ouvert. Il y en a des gens qui ont passé 3 mois jusqu'à une année, alors que pratiquement ils n'ont rien fait. Et on a juste on les traînés, empêchés de revenir voir leur famille, de rejoindre leur famille ici. Ça, imaginez les gens qui sont à l'étranger. Imaginez les gens qui sont à l'intérieur. Certainement, c'est quelque chose de dramatique parce que c'est difficile à une personne de s'opposer au pouvoir et il se voit menacé. Par exemple, il peut être renvoyé de son travail, il peut être emprisonné et par la suite, il ne peut plus rejoindre son travail. S'il y a une promotion dans le travail, on ne va pas lui donner à lui. S'il a fait un dossier à la banque ou bien un dossier pour un logement, certainement, on va essayer de ne pas répondre à son dossier. Donc, ces pressions-là existent sur les profanes seulement.
Ça, c'est le profane. Imaginez ceux qui sont dans l'action, comme Zrilush et comme d'autres. Ceux-là, certainement, ils subissent une contrainte énorme. Et le fait de continuer, ça demande qu'on les encourage et surtout de ne pas les décourager par des propos qui sont qu'on a l'habitude de nous en quelque sorte de formuler lorsqu'on voit quelqu'un en action. Nous, on est passif, c'est facile de critiquer ça, Oui. mais il faut y aller à l'action pour savoir de quoi il s'agit. En effet, à Lyon, il convient de saluer le courage des militants comme Zrilesh. Ceci dit, j'aimerais bien entendre le point de vue de Nordin Rami. Merci Rachid. Donc, effectivement, j'apporte aussi mon soutien à M. Zrelich et tous les militants qui sont dans son cas. Ce qui se passe actuellement en Algérie, c'est terrible. Donc, au niveau des droits humains, au niveau des libertés individuelles et collectives, on ne fera qu'être désolé et puis dénoncer la répression sans précédent, je dirais, depuis Boumedienne du régime algérien. Donc, pour répondre à ces questions, Rachid, c'est que par rapport à la criminalisation de l'opinion ou de l'opinion politique, je l'ai dit dans le passé par rapport à la qualité du régime algérien. Donc, la seule étape, parce que le régime algérien, il faut le savoir, c'est un régime canonique. Ça veut dire qu'on est passé d'un régime liberticide, après le coup d'État militaire de Boumedienne. Et puis, donc, on a vécu la période plus ou moins molle de Chadli. Celle de Bouteflika l'était aussi d'une certaine façon, même si il y avait une corruption galopante. Mais l'étape actuelle, donc je l'ai dit aussi dans le passé, c'est que moi je qualifie ce régime de régime boumedienne caporalisé. C'est-à-dire, il a la méchanceté de Boumedienne sans ses qualités. Parce qu'on le veuille ou pas, je l'ai dit plusieurs fois, Boumedienne c'est un criminel. Il a fait beaucoup de tort pour l'Algérie, il a tué des gens, donc il a été derrière l'assassinat des chefs historiques de la révolution algérienne. Mais il était entouré de technocrates et puis il a fait sur le plan économique du moins, il a fait des choses approuvées même par des opposants politiques du moment, donc notamment les socialistes. Donc le groupe actuel, c'est un groupe de petits mafieux, donc de gens qui n'ont ni scrupules ni connaissances. Tebboune, c'est juste une marionnette. Je n'ai jamais vu, l'Algérie n'a jamais eu n'a jamais baissé au niveau de la qualité de ses dirigeants jusqu'à ce qu'on a eu depuis 2019. C'est l'hécatombe au niveau de la qualité des ministres, la qualité de Tebboune lui-même, qui est juste une girouette de Shingriha et compagnie. Donc effectivement, on va juste être désolé et puis dénoncer ce que fait le régime algérien, effectivement, qui a criminalisé le mois de juin, juillet, je pense, mai-juin, avec l'article 87 bis qu'ils ont changé. Effectivement, donc, c'est l'ouverture à un état de non-droit, même si l'Algérie n'a jamais été vraiment un état de droit. Mais la répression, comme je te dis, comme je vous dis plutôt, n'a jamais été aussi importante depuis l'ère bondienne. Donc, on est dans une situation assez difficile pour les militants. Et les réseaux sociaux, c'est une arme à double tranchant. Comme disait Ali aussi tout à l'heure, effectivement, nous avons l'avantage de dire ce qu'on pense, d'essayer d'avoir le courage de le dire du moins. Mais sur un autre plan, les réseaux sociaux ont aussi leur effet pervers, c'est que ils sont devenus une source d'information pour les gens du régime algérien. Actuellement, il y a beaucoup de militants qui sont identifiés juste parce qu'ils parlent sur Facebook ou sur les TikTok ou les autres réseaux sociaux. Donc, c'est ce qui fait que la base de données du régime algérien est assez étoffée. J'imagine qu'ils ont des fonctionnaires, des dizaines, peut-être des milliers de fonctionnaires qui sont spécialisés juste dans ce domaine. C'est ce qui fait que nous avons effectivement cette impression, et c'est une réalité, que la répression est féroce. Voilà. Merci, Monsieur Rami. Donc, ceci nous ramène directement au troisième volet de notre débat, et c'est le dernier, sur le volet élection présidentielle à venir. Donc,
Vous n'êtes pas sans savoir que dans quelques mois, la scène politique va rentrer en pleine campagne électorale. J'ai cru, Monsieur Zerilech, et c'est la question, elle est adressée à vous, j'ai cru comprendre de par mes lectures, mes recherches, que votre parti politique, le CP, a tranché pour la participation à ces élections. Ma question, pensez-vous que la participation à ces élections est une opportunité qu'il faut exploiter pour montrer au pouvoir qu'il n'est pas le seul acteur politique en Algérie? C'est ça ma question. Pour le qualificatif tranché. Pour le qualificatif tranché, J'ai cru bien comprendre, hein, parce que c'est pas facile. le, Oui, le Conseil national du parti va se réunir le 1er mars, c'est-à-dire dans quelques jours, le 1er mars prochain, et oui. c'est là où nous allons trancher. Mais grosso modo, on n'est pas contre la participation. Pourquoi? Avant de répondre à cette question-là, cher ami, cher monsieur, et j'espère que je vais essayer d'être le plus clair possible et faire passer le message comme nous, on le comprend à l'intérieur du CP. Le premier point, c'est la question de la légitimité, qui est très, très, très important. Ce point-là est très, très important. Les Algériens qui pensent ce que nous disons, ce que moi je dis, ce que je dirais le parti, quelque part, grosso modo, dit. Les Algériens qui pensent que ce régime-là a besoin de leur légitimité pour exister, ces gens-là vivent dans une utopie. Ces gens-là rêvent. Le régime algérien, pour exister, a besoin des revenus des hydrocarbures. Il n'a pas besoin de la légitimité des Algériens. Les Algériens qui pensent que participer à la moindre chose avec ce régime-là, c'est lui donner de la légitimité. C'est des gens, c'est des personnes qui sont très loin du pragmatisme. Le régime algérien, pour exister, a besoin de la même mise sur la justice, de la même mise sur l'appareil sécuritaire, de la même mise sur les revenus des hydrocarbures et sur quelques Les équilibres régionaux. voilà, quelques rééquilibres régionaux. Donc, cette fausse idée, cette fausse information, cette fausse conclusion qui a été injectée dans l'esprit de l'Algérien, justement pour l'empêcher de faire de la concurrence. Je ne dirais pas, le mot qu'on utilise nous, ce n'est pas participer avec le régime, c'est lui faire de la concurrence. Ça, je dirais, c'est le premier point le plus important en concernant le mot légitimité. Donner de la légitimité à ce régime-là, moi je répondrai, cher ami, mets tes pieds par terre. Si tu penses que ce régime-là a besoin de ta légitimité, tu te crois autre chose, hein, tu te surestimes quelque part. Le régime algérien n'a pas besoin de ta légitimité et il n'a jamais eu besoin de ta légitimité au minimum depuis 2019. Ça, c'est la première chose. Pour la participation aux élections présidentielles, nous considérons que c'est-à-dire dans la situation actuelle que nous vivons, c'est une brèche qui va s'ouvrir. Nous avons déjà raté l'occasion du Hirak. Nous avons déjà raté l'occasion du Hirak parce que nous n'avons pas pu nous organiser jusqu'à ce soir, jusqu'à maintenant. Et la date butoir, ça va être le 1er mars, lors du congrès du parti de l'UCP. Nous avons prôné, nous avons défendu, nous nous sommes battus depuis 2 années maintenant sur le concept d'un candidat consensuel pour l'opposition en Algérie. Nous avons essayé, nous avons fait des rencontres avec quasiment beaucoup de partis politiques en Algérie et même avec énormément de militants du Hirak. Nous avons essayé de rassembler tout le monde dans plusieurs occasions pour créer la dynamique qu'il faut, créer l'atmosphère qu'il faut, donner l'espace qu'il faut à la concrétisation, à la réalisation de l'idée d'un projet consensuel pour l'opposition en Algérie. Quand je dis l'opposition, j'inclus l'opposition, je dirais, partisane et ainsi que les militants du Hirak pour pouvoir avoir un projet consensuel et présenter un candidat consensuel pour les élections présidentielles. C'est dans ce cadre-là que nous voyons la participation aux élections présidentielles de 2024. Pourquoi cette participation-là? Principalement
Parce que le régime algérien actuellement, à travers ses nouveaux réseaux et ses anciens réseaux, parce que je dirais le nouveau régime, c'est pas le nouveau régime, c'est le même régime, il n'a jamais changé. Actuellement, ils ont créé de nouveaux supports, comme l'Observatoire de la société civile, le Haut Conseil de la jeunesse, en utilisant les anciens supports comme l'UGTA, les partis de Moualet, comme on dit, les partis, j'oublie le mot Moualet en français, voilà. les partis de l'essentiel. Le régime algérien est en train de diffuser une rhétorique, le mot exact, il est en train de diffuser une rhétorique dans la société algérienne en disant quoi? Et en exploitant l'échec du Hirak, c'est ça. Parce que maintenant le Hirak a des retombées négatives en disant qu'il n'y a pas d'opposition en Algérie. Il n'y a pas d'opposition en Algérie. Et même il y a quelques personnes, même s'il y a une opposition, cette opposition-là n'a pas de projet. Le régime a réussi quelque part à diffuser ce message-là, à le diffuser, et en utilisant l'échec du Hirak, parce qu'en disant, voilà, l'opposition, ils sont sortis durant le Hirak, ils étaient des millions, ils n'ont rien proposé, il n'y a pas eu d'offre politique, ils n'ont même pas pu s'organiser, ils n'ont même pas pu donner une feuille de route à leur démarche. En utilisant l'échec du Hirak, le régime algérien est en train d'injecter cette rhétorique-là qui est il n'y a pas d'opposition en Algérie, c'est quelques personnes qui gigotent, mais comme on dit, qui gesticulent, le mot exact, qui gesticulent, et cette opposition-là n'a pas de projet politique. Les élections présidentielles, c'est une brèche pour prouver aux Algériens qu'il y a une opposition en Algérie. Cette opposition-là peut se réunir autour d'un programme politique. Cette opposition-là peut convier la totalité des acteurs de la scène algérienne pour se conforter autour d'un programme politique, autour d'une offre politique. Une fois cette offre politique-là concrètement proposée, nous pouvons, dans ce cas-là, proposer un candidat aux élections présidentielles 2024 pour faire bouger les lignes. Nous connaissons notre pays, nous savons quelles sont les contraintes. Je dirais, on n'est pas en train de rêver, on n'est pas en train de... Nous savons comment ça se passe, mais vu leur fermeture médiatique, vu leur fermeture politique et vu la nature même des élections, ça va être une occasion de pouvoir faire parvenir la voix de l'opposition, si nous arrivons à atteindre ce projet consensuel et ce candidat consensuel à travers la forme même des élections présidentielles en Algérie, à faire parvenir notre voix à la population, chose que nous ne pouvons pas faire actuellement. Actuellement, si ce n'était pas vous, cher monsieur, sur votre honorable chaîne, quels sont les moyens que nous pouvons utiliser? Il y a chaînes, deux ou trois canaux, je dirais, sur les réseaux sociaux, que le Maghrébia, la chaîne de télé Maghrébia quelque part, la chaîne télé de Canal 22 de notre ami Mehdi Rani. À part ces 4-5 canaux, nous n'avons aucun moyen de discuter avec l'Algérien, autant que parti politique, bien sûr, je parle. Donc, nous avons nous avons raté l'occasion du Hirak à cause de, je dirais, d'une faiblesse intellectuelle incommensurable et inexcusable. Ce serait également, ce serait réellement une faille, une bêtise de rater l'occasion de faire bouger les lignes, en utilisant ces élections présidentielles-là. Pour finir, encore sur le point des élections présidentielles, pour finir, c'est dans 5 années, les élections présidentielles. C'est-à-dire, la prochaine fois, moi et vous, cher monsieur, qu'on aura l'occasion de discuter de ce sujet-là, on sera en 2030. Le temps est une notion, est une denrée à laquelle, en Algérie, nous n'accordons aucune importance. Le temps est une ressource qu'il faut prendre en considération dans toute équation. Comme on dit en arabe, le temps est important. Donc, cette discussion-là, cher monsieur, sur les élections présidentielles, la prochaine fois que nous allons la voir, c'est-à-dire la prochaine élection, ce sera en 2030. Moi, je me dis qu'un deuxième mandat pour Abdelmajid Tebboune, le premier mandat a tué le Hirak. Un deuxième mandat pour Abdelmajid Tebboune va tuer l'opposition en Algérie.
Mhm. J'ai cette impression-là. Le premier mandat a tué le Hirak, un deuxième mandat va tuer l'opposition parce que la société, parce que j'imagine que dans cette émission-là, nous n'avons pas vraiment parlé de la société algérienne. 70% des Algériens veulent quitter l'Algérie. C'est incroyable, c'est inimaginable. Il y a, sur 10 jeunes, il y a 7 jeunes qui ne projettent pas un avenir proche en Algérie. Ils n'ont pas de projet. Un jeune homme de 25 ans, de 26 ans qui est en train de finir ses études en Algérie ne s'imagine pas vivre en Algérie, n'a pas de projet en Algérie. Et j'imagine que ce détail-là, il y en a tellement, je pense que cette émission-là ne va jamais suffire pour étudier. Et je suis certain que je ne vous apprends rien en réalité. Hein. On est en train juste de répéter les choses. Je suis certain que je ne vous apprends rien. Il faudrait trouver, pour finir, le dernière phrase, je vais dire, il faudrait trouver des prétextes. Là, je m'adresse à M. Rami et je m'adresse aussi à M. Khaidi. M. Khaidi, j'imagine qu'il doit être déjà de facto d'accord avec moi et je m'adresse aux auditeurs de votre aimable chaîne. Il faut trouver des raisons pour faire et arrêter de trouver des prétextes pour ne pas faire. Il faut qu'on arrive à trouver des raisons pour faire et arrêtons de trouver des prétextes pour ne pas faire. Quelqu'un qui va me dire les élections sont truquées. Ma réponse, qu'est-ce que vous allez faire malgré que les élections sont truquées? On sait tous que les élections sont truquées, ce n'est pas vous qui allez me l'apprendre. Les élections sont truquées, on est d'accord. Qu'est-ce que vous comptez faire malgré que les élections sont truquées? Merci, mon ami. Merci, Monsieur Zrelech. J'allais vous poser la prochaine question, mais je préfère la poser plutôt à Ali et Nordin. Allez, donc en écoutant Monsieur Zrelech, donc j'aimais bien voir, et vous l'avez bien dit, que ce n'est pas facile d'ici, de la diaspora où nous sommes, parler au nom de ceux qui sont là-bas sur place. Ma question à toi, Ali, que pensez-vous de ceux qui pourraient être contre la participation aux prochaines élections sous prétexte que, selon tous les observateurs, elles seront gagnées d'avance par le président sortant. Quelle serait vos réponses par rapport à ceux qui posent ce genre de questions? Oui, par exemple, pour les élections, pratiquement, c'est devenu une tradition dans un régime comme le nôtre. C'est un régime électoral. Il vit des élections. Donc, il contrôle ces élections, il les manipule. Et aussi, il y en a de la fraude dans les élections. Tout le monde sait cela. Mais en sachant cela, est-ce qu'on doit rien faire par rapport à cela? Ou bien on devrait faire quelque chose. Ce que j'ai compris de M. Zrelech, il dit voilà, on devrait faire quelque chose parce que les élections, on a vu dans l'histoire de l'Algérie que le pouvoir algérien est vulnérable lors des élections. Il est vulnérable. Pourquoi? Parce qu'il est dans l'obligation, en quelque sorte de renouveler sa façade et sa façade démocratique. Il est obligé de s'ouvrir un petit peu, au moins pendant la campagne électorale, et aussi de faire un semblant d'élection. Donc cela, ce sont des brèches, moi je dis des opportunités politiques pour essayer en quelque sorte de mettre de l'avant ses postures et ses positions et son discours politique d'opposition. Et c'est une occasion pour que la population sache qu'il y a un autre son de cloche. Il n'y a pas seulement celui du pouvoir. Donc ça, c'est une opportunité politique. Et les gens, par exemple, qui disent, voilà, on ne participe pas, on boycotte, ils sont libres de cela. Mais ils ne devraient pas tirer je ne sais pas, une critique et mettre en quelque sorte des qualificatifs pour les personnes qui participent, dire voilà, vous êtes en train de donner une certaine légitimité à ces élections. Ces élections n'ont pas besoin d'une légitimité. D'ailleurs, il a bien dit, M. Zrelech, ils n'ont pas besoin. Le pouvoir, il n'a jamais été légitime depuis 62 jusqu'à maintenant. Donc, il peut le continuer parce qu'il est fondé sur pratiquement l'appareil idéologique et aussi sur l'économie et sur la sécurité. Donc, ces trois piliers-là sont suffisants pour le pouvoir, pour qu'il puisse continuer à exister. Maintenant, l'opposition, comment elle peut exister
sous en quelque sorte une dictature pareille ou bien un régime autoritaire pareil, lorsque des personnes ou des groupes essayent de décrocher un petit peu un espace de démocratie, un espace de politique, on ne devrait pas les décourager. On a à les encourager. Et surtout lorsque ça vient des démocrates. Il me semble, nous, on a dans notre tradition, j'ai constaté que le premier à tirer sur les démocrates, à les critiquer, ce sont les démocrates. On est doué pour cela. Lorsqu'il y a une initiative d'un démocrate qui ne vient pas je ne sais pas, d'un clan ou d'une équipe ou d'une partie, l'autre partie, elle se met catégoriquement à l'opposé de l'initiative. Non, ça ne devrait pas être comme ça. Le moment que groupe, par exemple, ce parti de M. Zrilech, propose quelque chose de démocratique, pourquoi pas? Moi, personnellement, je préfère vivre sous un régime gouverné par, si par exemple Mme Assoul passe, par Mme Massoul, par Tebboune ou un islamiste. Donc ça, le choix est facile à faire. Donc pourquoi ne pas essayer en quelque sorte, d'avoir cette attitude d'y aller vers les idiots démocratiques, vers les idiots démocratiques et oublier un petit peu les divergences claniques, les divergences de détails et aller vers l'idéal parce que l'Algérie a besoin, il me semble, d'une Algérie libre. Comment elle peut être libre qu'avec un régime démocratique? Et s'il y a une proposition dans ce sens-là, je la trouve qu'elle est la bienvenue pour ces élections ou bien même après les élections, parce que la politique ne va pas finir avec ce mandat, avec ces élections prochaines, elle va continuer. Elle va continuer et les démocrates devraient continuer. Et pourquoi ne pas exploiter cette campagne électorale pour se ressourcer, s'approcher de la population et pour gagner des espaces? Merci Ali. Nordine, ça ressemble un peu cette argumentation à l'ère de déjà vu, comme on dit. Donc, le RCD, le FFS, de tout temps, ils ont Oui, participé aux élections, qu'ils soient présidentielles, législatives, communales, du temps des 4 mandats de Bouteflika, etc., sous prétexte qu'il faut être sur place pour un peu avoir l'occasion de parler à la population, mais ça n'a toujours rien donné. Donc, est-ce que vous partagez le point de vue de Zrelech et de Ali, vous-même? Je ne les partage pas, je m'explique pourquoi. Donc, on Ouais. part à une élection soit pour la gagner ou pour faire parler de soi. Donc, c'est les deux raisons pour lesquelles tout le monde participe. Donc, si on les gagne, on va être dans la gestion, etc. Et puis, on sera critiqué, et c'est ce qui est bien dans les démocraties, c'est comme ça qu'on va instaurer de l'alternance. Dans cette élection, je pense qu'il y a consensus sur le fait que ce sera Tebboune ou une autre marionnette qui va gouverner l'Algérie à partir des élections, je ne sais pas si mois de décembre ou des élections prochaines. Ce qui veut dire que la participation du CP ou peut-être d'autres personnes, ce sera une participation pour faire connaître son programme, renflouer son organique. Il y a une part de légitimité. Je vais juste vous citer l'exemple du MDS versus le Parti des travailleurs. Le MDS a prôné la double rupture avec la non-participation. Effectivement, le parti a eu des problèmes, de grands problèmes organiques. Donc, il a failli disparaître. Et pourtant, c'était gouverné, c'était géré par un immense militant, Feu H. Béchrif. Mais c'est le PT qui a eu du vent en pompe, si vous voulez, durant les années 90 et même durant les années 2000 surtout. C'était le pare-choc même du régime Bouteflika. Donc, c'est juste pour dire que si l'objectif du CP, c'est de faire parler de soi, oui, ça peut être une alternative. Mais excusez-moi, Monsieur Zarilesh, j'estime beaucoup votre sincérité et puis j'apprécie votre façon de penser aussi. Mais vous venez de le dire, il y a quelques chaînes de télévision qui vous sont ouvertes. C'est ce qui va se passer durant les élections. On a vécu ça avec les élections en 99, les élections en 2004, etc., à 95.
le champ médiatique sera fermé pour l'opposition. Euh, il y aura de la répression durant les élections. Donc, il y aura des gens qui vont être emprisonnés. Il y a, je dois le rappeler, 38 condamnés à mort, dont pas beaucoup de gens en parlent. Ça se passe en Algérie, ça ne se passe pas en Corée du Nord. Donc, dans ce climat, honnêtement, je ne sais pas si c'est la seule voix qui fera partie, qui fera parler de l'UCP. Euh, je suis pour la faisabilité. Je l'ai fait ici et j'ai essayé de trouver une convergence modestement avec les militants que je connais. Mais pour moi, ce qui est urgent aujourd'hui, c'est de discuter des problèmes de fond d'Algérie. Parce qu'effectivement, les populistes, les islamistes, ils sont aussi sincères. Moi, le problème, ce n'est pas un problème d'individu. Je le dis et je le redis. Le problème, c'est un problème d'idéologie, c'est un problème de projet de société. C'est-à-dire, moi, je vous l'ai dit, le problème d'Algérie, c'est un problème d'identité. L'Algérie n'a pas d'identité. Donc, je défie quiconque à qualifier, à définir c'est quoi l'Algérien. C'est quoi l'Algérie. Donc, moi, je pense que ce sont des sujets sur lesquels les politiques, donc les gens qui ont des structures, parce qu'individuellement, on le dit tous, mais je comprends le fait qu'il faudrait le mettre noir sur blanc. Durant la Hirak, il y avait des tentatives. Il y avait la tentative du PAD, il y avait beaucoup de personnalités politiques, des partis, etc. Moi, je salue ce qu'ils ont fait. Il y avait aussi la charte pour la citoyenneté, donc initiée par Dr. Saïd Saadi, aussi, signée par 25 000 militants, enfin 25 000 personnes. Donc, ce que j'essaie de dire, c'est que on n'est pas obligé de passer par une élection présidentielle qu'on sait gagner d'avance par le régime en place, parce que ça sera le candidat du régime. Je vous dis, Tebboune ou quelqu'un d'autre, peu importe qui va être candidat, il va passer. Des gens qui disent que on s'oppose pour s'opposer. Moi, personnellement, je ne l'ai jamais fait. Je ne m'oppose pas pour m'opposer, je m'oppose et je propose en même temps. Donc, si vous voulez que l'Algérie euh, se définisse, donc sort de ce trou, sort de ce trou noir ou sort de cette crise majeure, discutons de son identité. Parce que le jour où on va discuter de l'identité algérienne, on va connaître nos problèmes. Et tout traitement a besoin de diagnostic. Si on ne met pas de diagnostic, on ne trouvera pas de traitement. Moi, je pense que c'est la voie royale. On peut parler, on doit parler, pas seulement on peut, on doit parler des vrais problèmes d'Algérie. Les gens qui disaient durant le Hirak que ce n'est pas le moment, je l'ai entendu ici aussi, on nous disait que vous voulez perturber. Avec l'expérience, la petite expérience que j'ai eue en 2001, nous avons eu la chance d'écrire un document. Et c'est vrai, on n'a pas eu le gain de cause parce que le mouvement était limité dans la région pour des raisons identitaires, encore une fois. Je n'ai pas vu de mouvement politique soutenir le mouvement des Arches en Algérie. Et pourtant, il y a eu un mouvement politique, le Hamas a soutenu publiquement la cause palestinienne, qui est une cause noble, qui est soutenable. Moi, je la soutiens tout le temps. Donc, pourquoi? Parce que je vous le dis, les Algériens vivent une crise identitaire. Ils ne savent pas ce qu'ils font, ce qu'ils sont. Ils se définissent comme arabo-musulmans pour la plupart d'entre eux. Et ça, c'est un problème éternel pour l'Algérie. Il n'y aura jamais de démocratie en Algérie dans ce contexte. C'est définitif. Moi, c'est ma propre conviction. Si l'Algérie voudrait trouver le chemin de la liberté, elle doit renouer avec ses racines et elle doit les assumer. L'Algérien doit assumer ses racines, sinon c'est l'enfer. Merci. Voilà, donc, Je peux répondre à ça. oui, oui, Merci. allez, oui, oui, on peut échanger, oui. Tu veux répondre en Oui, ordine? Oui. oui, il vient de dire, voilà, le problème, on doit régler d'abord le problème identitaire pour y aller vers autre chose. Oui. Prenons ça, cette hypothèse, oui. Mais comment peut-on discuter librement sur l'identité alors qu'on est dans un régime autoritaire? La question se pose ici. Est-ce qu'il faut arracher un cadre démocratique, des espaces de liberté pour discuter de tout? Hmm. Donc, est-ce qu'on la charrue avant les bœufs
ou c'est le contraire. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas là dans cette bande. Donc, est-ce qu'on va commencer par l'identité? Comment puis-je discuter avec n'importe quel courant sur l'identité? Il n'y a pas d'espace pour cela. Si je commence à discuter sur l'identité, je risque de me retrouver en prison. Je risque d'être réprimé. Est-ce qu'il ne faut pas y aller vers un espace démocratique? D'ailleurs, ce qui s'est passé dans la question de la Roche, il ne voulait pas discuter sur l'identité, alors qu'on a arraché des espaces de liberté. Le Hirak, il a arraché des espaces de liberté. Il a fallu, à cette époque-là, discuter de tout, parce qu'on a arraché des espaces de liberté qu'on n'avait pas avant. Mais on ne l'a pas fait. Maintenant, on se dit, voilà, pour que je puisse aller à la démocratie, il faut que je règle des problèmes. Non, je vais y aller à la démocratie. En cette démocratie, je vais régler les problèmes qui existent aujourd'hui, soit les problèmes économiques, soit problèmes, mais je vais y aller à la démocratie. Mhm. Très bien. J'ai vu que Abdelkrim il voulait ajouter quelque chose. Rebondir sur ce que disait M. Rami, qui est très encourageant, hein, et son discours est très encourageant. Hein, il nous dit qu'il n'y aura jamais de démocratie en Algérie. Franchement, je dirais, déprimant comme discours. Mais ce que je voulais dire en réalité, euh, essayons quand même de prendre en considération les réalités existantes en Algérie, essayons de prendre en considération la réalité du vécu du citoyen algérien, la réalité de la scène politique algérienne, la réalité de la scène médiatique algérienne. Pour le moment, sans être défaitiste, hein, sans être défaitiste, je crois que notre objectif, c'est déjà d'avoir un SMIC démocratique en Algérie. Même pas un SMIC démocratique, je dirais un SMIC républicain. Voilà. Même pas un SMIC démocratique. Un SMIC républicain, mettre la barre trop haut. On est on est dans un terrain de sable mouvant. On ne peut pas sauter dans les sables mouvants. On ne peut pas mettre une barre, quelle que soit la hauteur de la barre d'ailleurs, essayer de courir sur des sables mouvants et sauter sur la barre. Essayons déjà de ne pas couler dans les sables mouvants. Après, on verra bien si on pourra sauter sur la barre ou non. Moi, de mon côté, je dirais, en restant humble et en toute modestie, je dirais que si on arrive quand même dans ce pays à atteindre un SMIC démocratique, plutôt un SMIC républicain, déjà, ça sera peut-être un premier pas pour partir vers les sujets que Serami est en train d'évoquer. Voilà ce que je voulais dire en Très bien. réalité. Nordin, j'ai vu que tu voulais répondre à Ali, hein. Effectivement, donc je vais répondre aussi même à notre ami Abdelkrim. C'est juste pour. Je ne suis pas défaitiste, encore une fois, monsieur Zayedech. Je suis quelqu'un de très optimiste, même si je parle effectivement avec émotion et je décris ce que je pense. Moi, c'est sans frontières. C'est-à-dire, c'est ma profonde conviction. L'arabo-islamisme est une idéologie mortifère. C'est une idéologie qui n'est pas ouverte à la démocratie. La preuve, citez-moi un seul pays musulman qui est un pays démocratique. Donc, euh, c'est juste pour vous dire, ça veut dire que, parce que il y a un discours que je considère populiste, qui dit que euh, allons aux élections et puis tout va aller bien. Donnons-nous cette chance d'expliquer aux gens ce qu'on va faire. C'est comme si l'élection est une finalité. L'élection, c'est la dernière finalité d'une démocratie. La démocratie, c'est des valeurs avant ça. Donc, je pense que la chose, peut-être je l'ai dit par rapport à l'identité, mais avant que les Algériens aillent aux élections présidentielles, parce que je peux nuancer sur les élections communales, je peux revenir là-dessus si tu veux par rapport à la participation aux élections communales, qui est un autre contexte. Je parle d'élections présidentielles. Un régime hyper, pas seulement présidentiel, mais c'est une dictature en Algérie, donc on ne va même pas en parler d'un régime présidentiel. Le chef de l'État est juste une boîte de transition de décret, mais sinon, il n'y a pas de... Parce que l'Algérie est qualifiée comme un régime présidentiel alors qu'elle ne l'est pas. C'est une dictature militaire et puis c'est tout. Donc, c'est juste que, c'est-à-dire, c'est comme si c'est nouveau. On se réveille le matin et puis on décide, on se dit que la seule façon de faire évoluer les choses, c'est de débattre autour d'une élection. Je ne suis pas d'accord avec ça.
Il y a beaucoup de moyens de débattre. Ce qu'on fait actuellement est un débat. Le problème identitaire dont je parle prendra des décennies peut-être pour qu'il soit résolu. Ça ne veut pas dire qu'on ne fait rien. Les élections municipales, par exemple, ça peut être une opportunité pour l'UCP de, de faire de la démocratie participative, de prendre des communes, expliquer son programme aux gens, faire valoir son programme, même si les APC et les API sont sous l'égide du Wali et du chef d'État, qui sont des communes d'État, mais il y a toujours des espaces de liberté, surtout que si on veut faire de la démocratie participative, les gens peuvent venir, on va leur montrer comment on veut construire. Donc, le problème, moi, je pense que la pédagogie voudrait que, voudrait que euh, qu'on peut, qu'on doit plutôt passer par cette démocratie participative. Donc, expliquer aux gens c'est quoi notre programme, qu'est-ce qu'on veut, etc. Et puis, pour ce qui est de l'Algérie, donc pour ce qui est, si on veut construire une Algérie solide, démocratique, etc., on peut le faire dans les structures politiques, comme on peut le faire aussi en marge des structures politiques. Je sais que l'étau est resserré sur les partis politiques actuellement pour activer, mais nous, au niveau de la diaspora, qu'est-ce qui nous empêche de discuter de ces problèmes? Qu'est-ce qui nous empêche? Rien. On va juste se donner le temps de le faire et on peut faire avancer. Mais moi, je vous parle en connaissance de cause. J'ai contacté des gens de diverses tendances par rapport aux détenus politiques, par rapport au projet. Je l'ai soumis au Hirak publiquement et j'ai des témoins. J'ai dit que nous devons parler de ce qui nous diverge et ce qui nous diverge, c'est ça. Sur notre rapport par rapport à la définition de la démocratie, les valeurs démocratiques, on ne les partage pas avec tous les Algériens. Les Algériens, le courant islamo-conservateur n'est pas pour la démocratie telle que je la conçois, moi. Et pourtant, la démocratie que je la conçois, telle que je la conçois, est la vraie démocratie. C'est pas pour l'imposer, mais l'islamiste nie mon existence, à la fois comme personne, à la fois comme idée politique. Mais moi, j'accepte son existence. Donc, comment voulez-vous que j'aille aux élections avec ce genre de personnes? Donc, c'est juste pour vous dire que le problème est plus compliqué que ça. C'est-à-dire, penser aller aux élections pour trouver des solutions, moi, je ne suis pas d'accord. Donc, l'élection, comme je vous dis, on y va pour la gagner, ce qui n'est pas le cas actuellement. Donc, je comprends que l'UCP ou d'autres organisations vont faire valoir leur programme. C'est une voie parmi d'autres. Ce n'est pas la meilleure encore. Je le dis bien, ce n'est pas la meilleure parce que les espaces de communication vont être fermés. Ça sera juste un faire-valoir pour ne pas dire une légitimation du régime, même si effectivement, je suis d'accord avec Abdelkrim, le pouvoir algérien, à l'interne, n'a pas besoin de légitimité. Mais à l'externe, il a besoin de cette légitimité. Le fait qu'il y ait une panoplie de personnalités qui va participer aux élections, ça, il va envoyer un message, et vous le savez très bien, ce n'est pas les chancelleries occidentales qui vont dénigrer ou qui vont condamner le régime algérien s'il va dans les Occidentaux ou même les grandes démocraties s'en foutent pas mal de ce qui se passe en Algérie. Ils sont occupés par l'URSS, par la Chine, par les grands de ce monde. L'Algérie, c'est une virgule dans leur tête. Ce qui les intéresse, c'est plus les mines d'or et les puits de pétrole, c'est tout. Donc, mais comme je vous dis, je n'accepte pas le fait que la seule façon de parler de démocratie, des valeurs de démocratie, c'est les élections. Merci. Monsieur Rami, ماشي allez, je vais ماشي ده حميد parvenir. علي علي l'échange allez. Là, l'échange, mais les questions qui vont venir, avant de vous donner le mot de la fin, vous trois, c'est en rapport à cette élection présidentielle. Certainement, ces élections vont vous offrir une occasion de parler à la population et faire valoir vos idées. On aimerait bien savoir ou nous donner un résumé des idées principales que vous allez développer et défendre pendant la campagne électorale. Vous savez, actuellement en Algérie, il y a quatre débats principaux. Il y a quatre débats principaux actuellement en Algérie. Nous allons essayer de simplifier les choses et de ne pas trop nous dispatcher dans les explications. Aussi, pour ne pas être rentré au risque de déplaire encore à M. Rami, au risque de lui déplaire, nous allons essayer de ne pas rentrer dans les sujets clivants. Actuellement, en Algérie, les quatre points principaux, c'est la liberté de la presse,
l'indépendance de la justice, les libertés individuelles et collectives, ainsi que le volet économique, l'inflation et le pouvoir d'achat des Algériens. Donc, le premier G le premier G, je dis bien le premier G du programme que nous allons établir pour les élections va tourner autour de ces 4 points-là. Bien sûr, les sous-points, ils sont énormes. Quand on parle de la liberté de la presse ou de l'indépendance de la justice, nous parlons également dans ce sujet-là des 300 personnes. Vous savez, on dit en Algérie, il y a 300 personnes qui sont en prison. On dit qu'il y a 300 détenus actuellement. Ça, c'est le chiffre officiel. Ça, c'est le chiffre, c'est ce qu'on sait. On est convaincu qu'il y a beaucoup plus de personnes en prison actuellement. Je vous rappelle qu'il y a, l'année, il y a un an et demi de ça, il y a eu un monsieur, il est décédé en prison. C'est une fois que le monsieur il est mort, c'est là on a entendu parler de ce monsieur-là. Là, il y a on est convaincu qu'il y a beaucoup plus de monde en prison et on ne le sait pas parce qu'il n'y a aucun moyen de le savoir. Les gens qui faisaient les statistiques, les gens qui faisaient le cumul d'informations par rapport, par exemple, le nombre de détenus d'opinion, c'est bon, ou bien ils ont arrêté de le faire, ou bien ils ont carrément quitté l'Algérie. Donc, ce que nous allons essayer actuellement de faire là, tout de suite, c'est de trouver les points qui peuvent être rassembleurs, qui peuvent rassembler les gens, c'est-à-dire le minimum de base, le SMIC. Ce que je parlais tout à l'heure, je parlais de SMIC démocratique ou de SMIC républicain. Nous allons essayer de trouver un SMIC républicain qui peut donner l'occasion à un certain nombre d'Algériens, parce que c'est impossible, nous n'allons pas nous mentir, nous n'allons pas réunir tout le monde. C'est impossible. Idéologiquement même, nous ne pouvons pas réunir tout le monde. Tout le monde, c'est-à-dire que je dirais que les gens savent où est-ce qu'on nous, on se positionne et comment on est positionné. Donc, nous allons essayer quand même d'avoir ce SMIC démocratique, ce SMIC républicain, les 4 points de base pour pouvoir rassembler un maximum de démocrates. Voilà notre objectif en réalité, de démocrates, de progressistes. Voilà notre objectif. Parce que on est un parti politique et on n'est pas obligé de faire plaisir à tout le monde. Un parti politique n'est pas censé faire plaisir à tout le monde. Ce n'est pas notre objectif ni notre responsabilité de faire plaisir à tout le monde. Donc, ça sera les préceptes démocratiques de base, ça sera les préceptes de progressistes et autour des 4 points, pour finir, la liberté de la presse, l'indépendance de la justice, les libertés personnelles et individuelles, plutôt collectives et individuelles, avec le volet économique que nous essayons de mettre je dirais, en avant pour ne pas trop tarder sur le volet économique. Pour faire simple, on a un peu d'argent et le donner au tourisme. Merci. Pour vous, l'aspect réforme de l'État, pour abonder dans le même sens que ce que vient de dire Rami, qui est le vrai problème de l'Algérie et de l'Afrique du Nord de façon générale, l'aspect identitaire, est-ce que vous ne voyez pas prioritaire de réformer l'État de sorte à donner, ne serait-ce que pour la Kabylie et aux autres régions berbérophones, un statut qui pourrait débloquer un peu la crise identitaire, ne serait-ce que pour protéger les langues amazighes dans la langue kabyle. Est-ce que pour vous, ce n'est pas une priorité, ça? Donner, pardon, répétez la question parce que j'ai peur de me tromper. Répétez la question, s'il vous plaît. J'ai dit, est-ce que pour vous, l'aspect réforme de l'État ne sera pas une priorité parmi les grandes priorités pour peut-être soulager ou pour résoudre la problématique identitaire dont souffrent l'Algérie et l'Afrique du Nord de façon générale. Par réforme de l'État, ça veut dire décentraliser ou donner des statuts politiques, administratifs à des régions, donc comme la Kabylie, pour se prendre en charge non seulement sur le plan économique, etc., mais aussi sur le plan linguistique et comme vision de vie selon l'angle kabyle, échaoui, mozabite, tenghi, etc. Est-ce que ça va peut-être une priorité qui va résoudre définitivement tous les problèmes? En ce qui concerne la décentralisation, on parlait de la région de Kabylie en particulier. La Oui, décentralisation je dirais, est une des grandes failles du régime actuel en Algérie. Ce sujet-là aurait dû être traité il y a très, très, très longtemps. C'est une évidence qu'il faut décentraliser en Algérie. C'est une mhm, évidence.
Ce n'est- Ça ne reflète même pas, ça ne reflète pas une intelligence de parler de la décentralisation. C'est une évidence qu'il faut décentraliser en Algérie sans parler je dirais entre guillemets, du problème identitaire. Je ne suis pas en train de parler de la question identitaire. Je suis en train de parler de la décentralisation dans la définition administrative et économique du terme décentralisation. Il faut décentraliser en Algérie. Ceci est une évidence. En ce qui concerne maintenant, si vous, concerne vous parlez de la question identitaire, c'est-à-dire là, on revient vers des sujets que personnellement, j'essaie toujours d'éviter en réalité. Je ne vous cache pas. En ce qui concerne la majorité, cher monsieur, personnellement, qu'est-ce que je peux vous dire? Moi, je fais partie des personnes qui sont convaincus dans leur âme que c'est la majorité qui a sauvé l'Algérie de l'islamisme. Ceci, pour moi, est une conviction. La majorité a sauvé l'Algérie de l'islamisme. Certes, il y a eu des personnes qui ont combattu l'islamisme par la force et ont combattu l'islamisme par les armes. Mais avant d'arriver à ce combat armé, il fallait un support idéologique, il fallait un support intellectuel, il fallait un support identitaire, il fallait une protection cérébrale, c'est le terme est bon. Et c'est la majorité qui a ramené ce support-là. C'est la majorité qui a ramené une réflexion anti-islamiste en Algérie le temps où l'islamisme a réussi à s'intégrer, plutôt à s'intégrer, a réussi à s'introduire en Algérie. Donc, si vous voulez parler de la majorité, chose je n'ai pas autre chose à dire sur la majorité en réalité. Je n'ai pas autre chose à dire sur la majorité, sauf que la seule chose que j'ai à dire sur la majorité, c'est que je fais partie des gens, et j'imagine qu'on est énormément nombreux de ce point de vue-là. La majorité a sauvé l'Algérie de l'islamisme. La place de la majorité en Algérie, elle est indiscutable. C'est une barrière intellectuelle. Très bien. Merci Zreluch. Je vous laisse maintenant le dernier mot ou des points que vous jugez utile de rappeler, que je n'ai pas posé de questions. Je commence par Ali, ensuite Nordin et je termine avec Abdelkrim. Donc, allez, est-ce que votre mot de Je, la fin et si au oui, besoin des choses à rajouter par rapport au débat? oui, je reviens sur la participation aux élections. OK. La participation aux élections, c'est pas une fin en soi. D'ailleurs, la politique ne se réduit pas aux élections. Là, on est d'accord. Mais le fait, la participation aux élections aussi, ce n'est pas de les gagner. On ne participe pas aux élections pour gagner. Ce n'est pas dans ce cas-là qui gagne les élections. Il va y avoir une personne qui va gagner une élection, un parti, quelques groupes, quelques personnes. Dans ce cas-là, les autres devraient participer. Les élections, c'est une opportunité politique pour s'imposer, pour développer son discours. Donc, pourquoi elle est là gratuitement, elle est offerte? Pourquoi je dirais non? Moi, ils m'ont fermé toute l'année, tous les espaces. Maintenant, j'ai le droit de passer à la télévision, j'ai le droit d'organiser, de m'organiser. Moi, je ne vais pas exploiter ça et parler donc par stratégie. Et aussi, c'est comme ça qu'on vit politiquement. Imaginez dans une dictature, là où il n'y a pas d'élection du tout. Est-ce que je dois pas bouger? Je dois bouger, je dois activer. Donc les élections, c'est une opportunité comme une autre. S'il y a des élections, si j'ai jugé que je vais gagner quelque chose en participant, je vais y participer. Je vois que je vais perdre plus que je gagne, je ne vais pas y participer. Donc les gens qui ont appelé pour le boycott, ils ont vu qu'ils vont perdre énormément s'ils participent. Et de plus, dire participer, ne pas participer au présidentiel et participer aux législatives et municipalités, c'est aussi discutable. Où est la différence entre les municipalités et les législatives? Participer dans un parlement qui n'a aucun pouvoir, qui n'a aucun contrôle sur l'exécutif, il n'y a aucune démocratie à l'intérieur. Et en plus, un parlement qui est issu généralement de la fraude. Donc, comment justifier participer au Parlement, ne pas participer au présidentiel? Il me semble que les élections, soit présidentielles ou municipales ou parlementaires, c'est
à l'acteur politique, à l'organisation politique, à un courant politique de juger est-ce que c'est opportun d'y participer ou pas. S'il participe avec moi, par exemple, je suis à l'extérieur de cela, il participe avec des idiots démocratiques, pourquoi? Il va ouvrir un débat sur, par exemple, les libertés individuelles. Vous croyez que, bon, s'il participe tout seul aux 16 élections, il va discuter sur les libertés individuelles? Il ne va pas les discuter. Mais s'il y a un autre acteur à l'intérieur, il peut discuter et la population, elle peut, une partie de la population, même si elle est réduite, même si les médias sont fermés, mais il va y avoir quelques-uns qui vont écouter ça, qui vont participer. Donc, dire, rejeter comme ça pour dire c'est totalement négatif, non, il y a du positif et il y en a aussi du négatif. Très bien. Donc, maintenant, de nouveau, Nordin. Nordin, s'il y a des choses que tu veux ajouter. Oui, juste, bon, Ali, il est revenu sur le sujet de la participation aux élections présidentielles versus l'élection communale. Je n'ai pas parlé législative. Moi, certainement, je sais pas que j'étais candidat, j'étais dans une liste électorale et puis en 2007, j'étais dans une liste électorale. Euh, Et j'ai participé indirectement. Pour mon parti, on a fait ce que je dis, donc la démocratie participative. On a travaillé avec les comités de village, on a travaillé avec les citoyens. C'est pour ça que je vante quelque part les mérites ou l'avantage que des partis politiques s'engagent dans les élections municipales. Parce que, je l'ai dit, les communes sont liées au code communal, qui est assez restrictif, code de wilaya, etc. Donc, au niveau de l'acquisition des projets, etc., donc il y a toujours l'arbitrage du wali, du chef d'aéra qui sont nommés par la présidence, et puis qui sont des communes d'État, donc qui travaillent pour le régime militaire algérien. Mais par contre, un élu ou un ensemble d'élus ont une certaine liberté de communiquer avec leurs concitoyens. C'est pour ça que je dis que il y a une différence entre élection présidentielle et l'élection municipale. Donc, ça veut dire que l'élu aura cette chance de travailler de concert, donc il va développer ses petits projets comme ses grands projets avec ses concitoyens. Par contre, contribuer à une élection présidentielle, comme je vous ai dit, soit on part pour la gagner, ce qui n'est pas évident, on vient de le dire, soit qu'on part pour renflouer son organique, donc faire parler de soi, et puis développer effectivement, à travers le peu de médias qui restent, ce qu'on a comme projet. Donc, le prix à payer pour ça, c'est une légitimation du régime algérien. Ça, je le dis et je le redis, c'est ce qui va se passer malheureusement. Tebboune et compagnie, Chengueleha vont être aux anges. C'est une manne, c'est-à-dire que les gens applaudissent leur simulacre d'élection. Et c'est ce qui les intéresse. Les communaux, ça ne les intéresse pas. C'est pas la vitrine d'Algérie. Eux, ce qu'ils cherchent, c'est la vitrine. Donc, c'est juste pour expliquer cette nuance à Ali. Donc, comment se fait-il que les élections municipales sont pour moi plus importantes que les élections présidentielles? Et aussi, je dois le dire, moi, j'ai la chance d'avoir la Kabylie. Tu as parlé de la Kabylie tout à l'heure, Rachid. La Kabylie, c'est une démocratie. Donc, toutes les élections où j'ai participé, que ce soit municipales, législatives et même présidentielles, étaient des élections libres. Ça, je tiens à le dire. À part là où il y a eu de la violence, ça, c'est autre chose. Donc, ça, c'est très important à le dire. Ce que je ne pense pas que ce soit le cas au niveau algérien. Mais sinon, pour mon dernier mot, moi, je l'ai dit dans le passé. Je pense que les Algériens qui veulent un avenir pour l'Algérie, moi, je le dis tout de suite, je respecte les autonomistes, je respecte les indépendantistes, donc les gens qui veulent l'indépendance et l'autonomie, ils ont leurs raisons qui sont objectives. Donc, j'ai aucun problème avec ça. Mais sinon, si les Algériens voudraient parler de solutions pour l'Algérie dans le cadre algérien, ça peut se faire, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec une multipartite, donc plusieurs partis politiques qui vont participer, des organisations civiles,
Ce qui ne peut pas se faire en Algérie, parce qu'Abdelkrim nous a parlé de la difficulté qu'il a pour trouver, pour s'exprimer, pour trouver même, j'imagine, pour louer une salle, etc. On a vécu ça. Moi, j'ai des liens avec le RCD, donc je connais les difficultés du parti à même à trouver un lieu de réunion. Actuellement, la diaspora algérienne, je n'ai pas les chiffres exacts, mais on est à 2-3 millions facilement, sans compter les sans-papiers. Moi, je pense que les chapelles politiques dans l'UCP pourraient aller dans ce sens. Donc, le travail, si vous voulez, d'information ou de communication que voudrait faire ce parti à travers sa participation aux élections présidentielles, moi, je pense que ça peut se faire sans légitimer le régime algérien. Donc, ça peut se faire au niveau de la diaspora. Si on parle du problème, du fait, parce que ce qui a été soulevé, c'est que c'est une opportunité, l'élection, on va louer des salles, etc. Et puis les gens vont en parler. Moi, je pense qu'il y a pas mal de chaînes YouTube, pas mal de chaînes qui vont donner la chance à tous ces gens pour expliquer, pour exprimer leurs vœux. Et moi, mon souhait, je ne demande pas à ce que tous les Algériens le partagent. Mon souhait, c'est pas ma profonde conviction. On peut parler des problèmes socio-économiques d'Algérie, on peut parler des rapports des Algériens avec le pouvoir, les dommages, les ravages de l'école algérienne, etc. Mais le problème d'Algérie, c'est son identité. Le jour où mon passeport aura ma langue maternelle, donc le jour où ma langue maternelle sera dans le passeport algérien, le jour où ma langue sera respectée par, je sais qu'il est dans la constitution algérienne depuis 2016, mais le jour où elle sera respectée par les élus de l'opposition ou du régime, par les ministres, etc., ce jour-là, ça sera la fin de la dictature, ça sera la fin de beaucoup de choses. Parce que le digne identitaire que je vis, que tout le monde vit, en Kabylie, dans la vallée du Mzab, est un fossé, est une cicatrice que l'Algérie va traîner. Donc, si les Algériens, si les partis politiques ne parlent pas de ce sujet, moi, je m'en balance de leurs problèmes politiques, de leur programme économique. Je le dis, je m'excuse du terme, je n'ai rien à foutre d'un programme économique qui va nier mon identité. Parce que mon identité, Abdelkrim l'a dit, et c'est vérifié noir sur blanc. Les élections législatives de 1991, du mois de décembre 1991, ont défini la carte politique d'Algérie. Il y avait qu'en Kabylie que les gens n'ont pas voté fils. Je le dis bien. Et FLN, parce que le Sud a été aussi pris par le FLN. Ne me dites pas qu'il n'y a pas de problème identitaire. C'est le fond des problèmes de l'Algérie. Donc, si on ne règle pas ça, et qu'on va le reporter à d'autres échéances, moi, ça ne m'intéresse pas. Parce qu'on l'a fait déjà. Moi, j'étais militant du RCD pendant 19 ans. J'étais dans l'Ouest algérien. Et j'ai aucun problème avec les Algériens. C'est mes concitoyens. Mais au jour d'aujourd'hui, le déni identitaire programmé par le régime algérien, assumé par probablement la majorité des Algériens, me fait extrêmement mal, nous fait extrêmement mal, fait extrêmement mal pour l'Algérie. Et ce n'est pas du défaitisme, ce n'est pas de la négation. Moi, je suis convaincu que si on ne règle pas ce problème, on ne va rien régler. Merci. Merci, M. Rami. M. Zrilesh, votre dernier mot. Ben, cher ami, avant toute chose, je tiens à vous remercier pour l'invitation et cet agréable échange avec M. Khadi et M. Rami et vous également. Et comme je dirais, comme dernier mot, je dirais que après le Hirak, et cette période-là est réellement une période exceptionnelle pour l'Algérie. L'Algérie est en train de vivre une période exceptionnelle et exactement ce que disait M. Rami tout à l'heure, depuis la fin de l'ère boumedienne, nous n'avons jamais vécu une répression telle que ce que nous vivons actuellement. Réellement, Annie, c'est pour dire que c'est exceptionnel ce que nous sommes en train de vivre et c'est une responsabilité de réhabiliter l'acte politique en Algérie. C'est une responsabilité d'assumer la période que nous sommes en train de vivre. C'est une responsabilité et quelqu'un ou là, un groupe de personnes ou une formation ou une tendance devra prendre cette responsabilité-là. La responsabilité de démontrer aux Algériens qu'il y a une alternative, la responsabilité de donner un autre son de cloche aux Algériens, la responsabilité
de démontrer aux Algériens ou de faire une offre politique aux Algériens au sein de l'UCP, nous considérons que ceci est notre responsabilité. Nous considérons qu'actuellement, là, l'après-Hirak, surtout avec la déception que le Hirak a insufflé dans l'esprit des Algériens, l'Algérien pensait qu'en descendant dans les rues en millions, il allait pouvoir faire bouger les choses. Il allait pouvoir faire changer les choses. Et après, il s'est réveillé, il s'est dit on est descendu en millions dans la rue et on n'a pas pu réellement changer ou faire bouger les lignes. Donc, la déception engendrée par le Hirak maintenant on est en train de payer les pots cassés de cette déception-là. Et c'est notre responsabilité. J'espère qu'il y aura des gens qui vont partager cette responsabilité-là avec nous, de donner aux Algériens un autre son de cloche que ce que donne le régime comme données, ce qu'il injecte comme données au sein de la société, et dire aux Algériens qu'il y a une alternative. Pour finir, cher ami, sur l'identité, c'est un sujet récurrent. Et ce n'est pas, il n'y a pas que M. Rami qui parle de ce sujet-là. Même au sein de l'UCP, il y a plusieurs militants issus de la région de Boumerdès, de la région de Bjaya, de la région de Tizi Ouzou, qui se sentent dans leur chair également. C'est-à-dire comme ce que j'ai compris à peu près l'émotion, si je peux utiliser le mot émotion de M. Rami, de ses Rami. Il y a beaucoup issus de la région de Kabylie qui expriment le sujet dans le même sens. L'UCP prend au sérieux, réellement, au sérieux cette question-là. Je ne vais pas dire ce problème-là, parce que nous ne considérons pas que c'est un problème. Ce n'est pas un problème, c'est une question, c'est un sujet à traiter. Nous prenons vraiment à cœur cette question-là et je pense, franchement, sincèrement, normalement, naturellement, que nous faisons partie des Algériens qui sont convaincus que l'identité, entre parenthèses, Amazigh fait partie de l'identité algérienne, qu'elle soit dans la Constitution ou non. C'est-à-dire, la question, elle n'est pas là. C'est-à-dire, je n'ai pas besoin que l'Amazigh. Ce n'est pas dans le sens qu'il ne faut pas qu'elle y soit. Hein. Ce n'est pas dans le sens qu'il ne faut pas qu'elle y soit. Mais je n'ai pas besoin qu'elle soit dans la Constitution pour la prendre en considération. Je suis convaincu que la majorité fait partie prenante de la culture algérienne. Et le mot de la fin, est pour ce mot-là, ce que je vais répéter, ce que je disais tout à l'heure. Pour moi, c'est la majorité qui a sauvé l'Algérie de l'islamisme. Et pour moi, c'est largement suffisant. Merci, monsieur Zghilesh. ميرسي نقولك مثلا مس عليك قايدي لون دين غامي عبد الكريم تزغيل جاكين وسات الثقة وسكاسيا دي سملالن غف مسالي شدن اسم كثير ان ومسور من قارن الحراك 5 سكواسن من بعد سانكا يغدي صوض لكن داني نبود امسلاي غف سيرثي تموت الجزائر كي ثغال وذاغان غف الثفرانين نسلوال تاكي دي تسدون اسيار الزاف وسن ميلان تكثير يقلهان هذا روح نكريك باغي نجيشوان او سي بي عندك كان لا زغيل شنغالا داش كيف نبوير ذا مسلا يسان مليل تكتي وين نظن ذيس كاسي نظن او ندينير قيمة ذي ثالوث